Bienvenue à toutes et à tous sur cet atelier sur la protection sociale du jeune médecin. Vanessa Fortanet, qui est membre du Bureau national de Réagir en tant que chargée de mission Ville du Nord, qui sera une de vos intervenantes pour ce sujet. Donc je vous la présente, voilà. Qui est médecin généraliste installé dans l'Oise depuis presque 2 ans maintenant. Bonjour. Séverine Filâtre, ma collègue, donc adhérente à PIC-Agir, la structure locale picarde, remplaçante, chef de clinique et bientôt installée en Picardie également. Donc, on commence par un petit détail technique que je gère totalement. Ça marche pas. Ça y est, il faut que j'appuie plus fort. Ni l'une ni l'autre n'avons de conflit d'intérêts, ni avec la sécurité sociale, ni avec la CARF, ni avec l'URSSAF, ni avec les compagnies d'assurance privées. Donc nous n'essaierons pas de vous convaincre d'adhérer chez l'une, chez l'autre. Et par souci effectivement d'égalité, on ne citera aucune compagnie privée d'assurance, de prévoyance, même si c'est le thème de la formation du jour. Donc l'atelier va s'articuler autour de 3 temps. Un petit temps rapide de définition et d'historique. Un énorme temps où vous allez bosser, avec des mises en situation concrètes. On va vous exposer une situation. Ça va être à vous de trouver quelles sont toutes les assurances, tous les systèmes de protection et toutes les failles de la protection sociale du médecin exposé. Pour ça, Soraya et Ductao vous passeront les micros pour parler bien fort dans le micro, pour qu'on puisse bien vous entendre et essayer de répondre le plus pertinemment possible. Et on fera une petite conclusion rapide qui tiendra en quelques mots. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la prévoyance? Une définition, si vous regardez dans le dictionnaire, prévoyance, c'est se protéger et prévoir. Donc dans le cas concret, c'est s'assurer contre les différents risques pouvant entraver notre exercice professionnel, parce que c'est bien là la question du jour. Donc les différents organismes qui peuvent vous indemniser au titre de la protection sociale, la CPM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, la CARF, la Caisse autonome de retraite des médecins français, les ARS, les agences régionales de santé, et les assurances privées. Donc, chose promise, chose due, petit rappel historique. Donc de la création de Réagir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Même si c'est écrit au dos de votre programme, j'ai vu qu'on avait spolié mon exposé. En 2005, une jeune remplaçante s'est trouvée confrontée à des carences de protection sociale à cause de problèmes de santé. Totalement révoltée et quand même pleine d'énergie, elle a créé une structure, une association en Basse-Normandie qui s'appelait Urban. Pour informer, pour créer, pour pointer du doigt les carences de protection sociale des jeunes médecins. À son initiative et des amis un peu répartis un peu partout en France, 5 autres structures ont vu le jour. Et en janvier 2008, le statut de Réagir, l'intersyndical de l'époque, a été créé. Et donc, quasiment 10 ans plus tard, nous voilà, et la protection sociale est toujours un problème. Donc, on va commencer de manière douce et optimiste par un cas de maladie. Alors, donc, le premier cas dont on va parler concerne le jeune Roger Padbol, qui vient de terminer son internat il y a 1 mois, qui est un remplaçant non thésé, qui n'a remplacé que 15 jours depuis qu'il a le droit de remplacer, et qui prend quand même un week-end de repos, qui joue au football avec ses petits cousins et qui se fait méchamment tacler. Il en ressort une belle entorse grave des ligaments croisés, pour laquelle il passera aux urgences mais sans être hospitalisé. Il aura ensuite une ligamentoplastie en ambulatoire, le tout entraînant un arrêt de travail de 100 jours minimum. Donc la question est de quelle prestation va pouvoir bénéficier le jeune Padbol et par qui? C'est à vous. Avez-vous des idées? Déjà tous ces soins par l'assurance maladie.
Et là, a priori, plutôt au titre de son assurance maladie de salarié, enfin d'ancien interne, puisqu'il n'est pas encore au régime des médecins libéraux. D'accord, c'est ça. D'autres idées? La CARF, les ARS, prévoyance privée. Une prévoyance privée s'il a eu le temps d'en souscrire une à la fin de son internat, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si on résume, pas TASé, pas de CARF. Comme il n'a pas encore remplacé 30 jours, il n'est pas affilié au régime PAMC, c'est-à-dire praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, il dépend d'un autre régime. Et comme il a fini son internat depuis moins d'1 an, il est encore affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de son statut d'interne. Voilà, et donc il peut bénéficier d'indemnités par sa prévoyance privée s'il a pensé à souscrire une prévoyance privée. Voilà, c'est bon pour ça. Si l'accident lui était arrivé chez lui après avoir pris une année sabbatique en France à faire de la permaculture ou je ne sais quoi, toujours remplaçant non TASé et qui a bossé toujours que 15 jours. Est-ce que cela change quelque chose aux indemnités dont on a pu parler précédemment? Bonjour. Il n'a plus le droit au régime général pour les prestations en nature. Pour les prestations en espèces, c'est aussi l'appareil d'un contrat de prévoyance. Et après, est-ce qu'il a un contrat de complémentaire ou pas? Mais alors après, comme il n'a plus d'assurance maladie obligatoire, je ne suis pas sûr qu'il trouve une complémentaire qui accepte de l'assurer. De toute façon, pour bénéficier de prestations de la part d'une complémentaire, il faut des prestations de la part de l'assureur obligatoire. En l'occurrence, là, comme il est resté en France, il est quand même affilié au régime sous condition de résidence. Ça fait plus de 3 mois qu'il réside en France, donc il a quand même ses frais médicaux qui vont être couverts, mais par contre, il ne bénéficie plus d'aucune indemnité journalière. Voilà. S'il a fait les démarches. S'il a fait des démarches. Alors, aucune indemnité journalière au titre du régime général, s'il a fait la démarche de s'inscrire à un organisme de prévoyance privée, là, il aura... Non, je parle du régime, du fait d'être 3 mois en France. Il doit avoir fait quand même quelques démarches pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie de ce fait, ou pas? Il n'y a pas de réinscription nécessaire. Logiquement, c'est automatique. Ok, on va corser encore un petit peu plus les choses. Donc, toujours le jeune pas de bol qui a décidé, après la fin de son internat, ses 15 premiers jours de remplacement, de partir faire un tour du monde 18 mois à l'étranger, et qui, au retour de son voyage, fait toujours sa grande fête de famille et se fait toujours sa grande entorse des ligaments croisés. Est-ce qu'il a le droit à quelque chose? Par qui? Du coup, non, parce qu'il n'est pas resté plus de 3 mois en France. Okay. Il était à l'étranger. Est-ce qu'il aurait pu anticiper d'une quelconque manière cette situation? Il aurait pu prendre une assurance voyage privé. Il aurait pu souscrire avant son voyage à une assurance privée, justement. Oui, ça peut être une solution. Ouais, sauf que son assurance privée, elle aime bien réévaluer tous les 12 mois son contrat. Donc s'il n'a pas mis le pied en France pendant 12 mois, la réévaluation de contrat, pour moi, elle n'a pas eu lieu. Donc je pense qu'il est mal. Mais normalement, pour ceux qui voyagent, ils ne regardent pas si tu es à la CPAM ou pas, non? Je pense qu'on peut avoir des assurances. Oui, on peut avoir des assurances privées sur Internet. Oui, tout à fait, par des organismes privés hors prévoyance, hors CPAM. Justement pour les voyages.
Alors après, il aurait pu penser à s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger avant son départ, qui lui aurait permis d'être couvert en France à son retour également pendant les 3 mois qui suivent son retour. Voilà, mais ça, il faut bien l'anticiper. S'il y a des voyages sur un long terme, il faut bien penser à s'affilier à cette caisse, la Caisse des Français de l'étranger. Est-ce que la Caisse des Français de l'étranger, c'est un montant ou c'est plutôt un pourcentage de ce qu'on gagne ou comment ça se passe, vous savez? Moi, j'ai pas la réponse. Pour les questions vraiment ultra techniques et les montants de cotisation, on ne gère pas. Par contre, c'est bien la CPM. C'est la CPM qu'il faut s'affilier. Donc, il sera assuré par la CPM au titre de la Caisse des Français de l'étranger pendant tout son voyage. Donc, que ce soit un voyage, que ce soit pour du travail en bénévolat, que ce soit quel que soit le motif de résidence à l'étranger, la CPM peut affilier les Français et peut couvrir les Français sous condition d'avoir fait les papiers en temps et en heure avant de partir. Et dans le temps de refaire tous les papiers en tant que résident français, tout ça, il y a une extension de garantie sur les 3 premiers mois de retour en France, avec un droit, sur le droit du sol, le temps de repasser potentiellement à la CPM générale, à la PAMC, au RSI, au machin, si c'était le cas. Mais voilà, donc là c'est vraiment, la CPM couvre Monsieur Pas de Bol pour le remboursement de ses frais médicaux et de sa jolie petite entorse. Et donc, comme avait dit Séverine, par contre, indemnité journalière et compagnie pour la CPM, là c'est plus la peine d'y penser. Dans son cas, le seul moyen d'avoir des indemnités journalières aurait été de souscrire à une assurance privée. Là. Okay. Alors finalement, le jeune Pas de Bol, il a bossé un peu plus. Il a fait ses 30 jours de remplat et il a bien pensé à signaler à la CPM de son lieu de résidence qu'il a fait ses 30 jours de remplat. Donc il est affilié maintenant au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mais il n'est toujours pas thésé. Par contre, il se fait toujours tacler par ses cousins. Est-ce que cela change quelque chose ? Ah, on l'a torturé, Roger. Hein. Vous pouvez y aller, il n'a pas fini. Il n'a pas de bol. Bah, du coup, là, ces soins sont pris en charge par le régime PAMC, où il n'y a toujours pas d'indemnité journalière. Donc, il faut toujours qu'il ait une prévoyance pour couvrir ces 100 jours d'arrêt de travail, voire plus, une prévoyance privée. Exactement. Voilà. C'est uniquement ce que ça change. Oui. Juste pour info, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, nous on a un adhérent en Auvergne-Rhône-Alpes qui vient de nous signaler une CPAM originale, c'est-à-dire que sur le coup des 30 jours, là, il a une CPAM qui lui réclame tous les 3 mois de certifier qu'il a bossé 30 jours dans les 3 derniers mois et que sinon ils ne prennent pas en charge. Voilà. On essaye de leur faire comprendre qu'ils sont hors des clous, mais pour l'instant, ils disent « mais non, on fonctionne comme ça depuis des années ». Juste, je voulais vous le dire, si vous avez d'autres échos de ce genre de choses. Ils en ont parlé, en fait, je ne sais plus sur quel groupe Facebook j'ai vu ça, mais il y a plusieurs cas dans différentes régions où la CPM demande régulièrement un justificatif comme quoi le médecin remplaçant a bien remplacé 30 jours, enfin plus de 30 jours. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? C'est clair jusque-là, tout ce qu'on a dit, c'est bon, ça vous paraît fluide ? Ok. Bon, maintenant il avance un peu dans la vie, le jeune Roger, et il a réussi à être thésé. Mais il a toujours son entorse des ligaments croisés. Est-ce que le fait d'être TG change quelque chose pour lui ? Est-ce que vous savez quoi ? Il va toucher des indemnités journalières de la part de la CARM au bout du 91e jour d'arrêt consécutif en fonction de la classe où il est. En fonction de la classe de revenus, donc les IGL vont varier. Okay.
c'est tout à fait ça. Donc il a toujours la prise en charge de ses frais médicaux au titre du régime PAMC. Et il faut qu'il ait pensé à transmettre à la CARMF son arrêt de travail tout de suite dès le premier jour d'arrêt, sinon les 90 jours ils partent au moment où il envoie son arrêt. Alors c'est pas tout à fait exact. Les indemnités journalières sont versées 30 jours après la déclaration d'arrêt de travail. Donc en fait, il faut qu'il pense à le faire avant la fin du 2e mois de l'arrêt de travail. C'est pas forcément dès le début. Tu disais que c'était les indemnités dépendamment de la classe. Du coup, un remplaçant qui gagne pas forcément. Et donc la première année, quand il n'a pas vraiment de chiffre d'affaires. Hey, c'est nous les questions. Quand du coup un remplaçant la première année, quand il ne sait pas encore quel chiffre d'affaires il va faire. Bien joué. Du coup, sur quelle base il se base pour calculer les indemnités journalières? Est-ce que tu as une idée là-dessus, à ton avis? Je suppose qu'il nous donne le moins possible. C'est ça. Il y a 3 classes de cotisation à la CARMF et en absence de revenus antérieurs, la première année, on est classé directement dans la classe de cotisation la plus basse et donc on a les indemnités les plus basses. Qui sont de 62,50 € par jour en classe A à titre indicatif. C'est en fonction des cotisations, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait eu 1 an de cotisation à la CARMF, ou est-ce que ça dépend de ta 2035? Ton revenu déclaré à la CARMF. Ton revenu déclaré à la CARMF. La première année, on est au forfait. Hein, donc, Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est dès l'inscription, dès le début de la CARMF, où il faut, par exemple, il faut avoir travaillé au moins 3 mois pour je sais pas si je peux faire. Pour bénéficier des prestations. Ouais, voilà. On est en maladie, simple, entorse, dès le début. D'accord. On n'a pas fini de torturer les gens. Voilà. Vous êtes plutôt performant et bien informé. Ok. Ça rebug. Bon. Tu as pas le truc sur le côté? Donc maintenant, après tout ce qui est arrivé à Roger, Roger a envie de s'installer. Il est toujours taclé par ses cousins, mais il s'interroge quand même sur sa protection sociale avant de s'installer. Et il se demande où il pourrait s'installer et en fonction de ça, est-ce qu'il y a des choses dont il pourrait bénéficier d'un point de vue protection sociale? Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Ça fait tant que ça. Personne n'a d'idée? Si. Monsieur. Ça dépend comment il s'installe. Si c'est en libéral, donc il s'est inscrit à la CPAM, donc il est sous le régime PAMC. Il est donc thésé, donc il est donc inscrit à la CARMF. Et donc, comme on a dit, il faudra dans tous les cas qu'il souscrive une prévoyance privée pour, en cas de pépin, qu'il puisse toucher des indemnités journalières pendant les 3 premiers mois. Voilà. Si par contre, il veut s'installer dans une zone en zone sous-dense et reconnue par l'ARS en zone rouge, il peut éventuellement, s'il a envie de s'installer dans un contrat de praticien territorial en médecine générale, dans ces cas-là, il aura un système de protection sociale amélioré. Alors c'est un monsieur, donc le congé maternité, ça l'intéressera pas, mais en tout cas, il sera couvert aussi en cas d'arrêt de travail. Oui, ok. Donc le PTMG, effectivement, en cas d'arrêt maladie, prévoit une indemnité qui est de l'ordre de 1 500 € brut par mois, avec un délai de carence de 7 jours. Voilà.
Est-ce que vous savez s'il y a d'autres types de contrats pour un médecin installé dont il aurait pu bénéficier ou pas? Je reviens toi. Le PTMA? Eh ben, c'est un peu le piège en fait. Il n'y a pas de prestation pour la maladie dans le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire. Non? Comment? Il n'y a pas le congé paternité? Alors, en tant que maladie. Ah oui, pardon. Là, on est toujours sur un cas de maladie. Donc là, PTMA et maladie, et non, il n'y a pas de prestation pour ça dans le PTMA. Voilà, c'est sur ça qu'on voulait vous éveiller. Alors, pour résumer les messages clés, donc on a déjà bien lourdement insisté. Les médecins sont affiliés à la CPM au titre du régime praticien et auxiliaires médicaux conventionnés à partir de leur 30e jour de remplacement, sous réserve qu'ils aient déclaré ces jours de remplacement à la CAMF, à la CPM, pardon. C'est un régime qui prévoit uniquement le remboursement des frais médicaux et jamais d'indemnité journalière. Pour ce qui est des indemnités journalières en cas d'arrêt, c'est la CAMF, qui est uniquement pour les médecins thésés, avec un délai de carence de 90 jours. Et les indemnités versées sont fonction des revenus, sauf à l'affiliation, puisque c'est des cotisations forfaitaires, où les remplaçants ou les jeunes installés sont considérés dans la classe de cotisation la plus basse. La prévoyance privée donc est indispensable. Pour un médecin thésé, elle permet d'attendre ou compléter les prestations versées par la CAMF ou de se substituer à la CAMF lorsqu'on n'est pas encore thésé. On attire votre attention sur la lecture des contrats et le délai de carence entre le début de l'arrêt de travail et le versement des indemnités journalières et la durée des versements. C'est variable selon les contrats, selon les compagnies, donc attention à ça, à bien lire, savoir pourquoi vous voulez vous assurer. Les indemnités journalières versées par les organismes de prévoyance privée dépendent des revenus que vous déclarez, mais également de vos revenus réels. Donc c'est important de réévaluer régulièrement ces contrats, surtout en début d'activité où le chiffre d'affaires est habituellement appelé à grimper progressivement. Donc c'est un peu dommage d'avoir un organisme de prévoyance et de ne pas réévaluer sa prévoyance et puis de ne pas pouvoir en bénéficier pleinement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite? Oui. Juste une demande de précision. On est bien d'accord que si on cotise dans l'autre sens pour les organismes de prévoyance, c'est-à-dire que notre revenu baisse, il faut aussi le revoir à la baisse parce qu'on ne sera jamais couvert pour ce pourquoi on aura cotisé, parce qu'ils vont quand même nous demander une déclaration d'impôt. Tout à fait. En fait, tu ne seras jamais indemnisé plus que ton revenu réel. Donc ça ne sert à rien de vouloir se super protéger, tu cotiseras pour rien. Voilà, et donc on l'a dit, pour l'arrêt maladie, pour les installer, en fonction de la zone d'installation, donc en zone fragile, il y a une indemnité qui est prévue par le contrat de praticien territorial de médecine générale. Et la question bonus, si le jeune pas de bol s'était fait son entorse en randonnant à 2500 mètres d'altitude, est-ce que cela changerait quelque chose ? Au fond, on n'a pas bien entendu les gens. N'ayez pas peur, on va pas manger. Non, et puis... Ceux qui filent pour Saint-Maurice. Oui, j'allais dire, sur les soins, non. Les soins sont toujours tout autant pris en charge, pareil. Sur la partie IJ, ça dépend de sa prévoyance et du contrat qu'il a souscrit. La plupart des contrats de base, à mon avis, ça passe pas. Alors là, 2500, 3000 en fonction des endroits, des assureurs. Mais sinon, il faut souvent une assurance complémentaire pour être couvert sur de la randonnée en altitude. Voilà. Donc faites gaffe quand vous allez au Népal. Ouais.
attention aux clauses d'exclusion des contrats d'assurance et de prévoyance privée pour les sports à risque. En particulier pour certaines compagnies, randonnée au-dessus de 2100 mètres est déjà considérée comme un sport à risque. Donc voilà, la prévoyance elle est vraiment adaptée à chaque situation personnelle, y compris au niveau des loisirs et des sports. Voilà, on n'y pense pas forcément. Dans le même ordre d'idée, on peut citer la plongée, l'alpinisme, les sports aériens, tout ce qui est saut en parachute, voilà, tout ce qui est un peu d'adrénaline en général, ça fait partie des clauses d'exclusion des contrats. Donc il faut bien toujours lire les petites lignes. Le ski hors piste. Oui. On sent la montagnarde. Et la plongée. Oui, le plongée, enfin, c'est pas pour les montagnards, mais la plongée est inclue dans les sports. Pour les montagnards aussi, ça marche. Oui, vous pouvez plonger dans les lacs de montagne, oui, je sais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a dit jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, des points à éclaircir? Ou on passe à la suite et on complique un peu les choses différemment? Alors, ça c'était une maladie aiguë. Le Roger pas de bol, voilà, une entorse du genou un peu compliquée. Mais la maladie, on est bien passé pour le savoir, c'est pas forcément aigu. Ça peut être chronique et ça peut être préexistante. À la fin de son internat, on arrive des fois à être malade, même si on est médecin. Donc, voilà, on s'est amusé dans les noms. Mademoiselle Insuline, diabétique de type 1 depuis l'âge de 7 ans, donc sous insuline. Remplaçante thésée, parce qu'on va quand même pas pour faire le coup à chaque fois des 45 stades. On va essayer de rétrécir un peu de temps en temps. Est partie en voyage parce qu'on aime bien le voyage. Elle a randonné, elle s'est protégée très mal au niveau des pieds, elle s'est créé un mal perforant plantaire, totalement imputable à son diabète. Un arrêt pour décharge de 1 mois, renouvelé 1 fois, renouvelé 2 fois, renouvelé 3 fois. Voilà. Alors, sachant que voilà, on l'a déjà thésée, elle est remplaçante, libérale, pas forcément dans son année post-internat. Voilà. Qu'est-ce qui est la question à se poser? La question à 100 000 $, c'est quoi? Elle est affiliée depuis combien de temps à la CARMF? J'allais dire, elle était depuis quand? Ouais. C'est intéressant. Elle est affiliée depuis, on va dire, 2 ans. Mais dans l'absolu, c'est pas la question à 100 000 $. Bah si, parce que les 3 années d'internat font qu'elle a cotisé 3 ans. L'externat, non, c'est maladie, pathologie préexistante. Il faut, les IJ sont pas à 100% automatiquement. C'est une subtilité de la CARMF, c'est assez. Et donc la question, c'est assez beau. Moins de 2 ans de cotisation à une assurance maladie, elle n'a pas le droit, elle a droit à aucune IJ, mais donc il y a les 3 ans d'internat. L'externat, je sais plus, ça compte pour 1 an ou 1 an et demi. C'est pas la question. Là, à plus de 4 ans, enfin plus de 2 ans, elle a droit à 1/3 des IJ. Plus de 4 ans, elle a droit à 2/3 des IJ. Donc je pense qu'elle doit être à 2/3 des IJ au bout de 91 jours d'arrêt consécutifs. Pas forcément. Ça dépend pas de sa prévoyance aussi. Oui. Quand elle a souscrit son contrat de prévoyance, elle a déclaré qu'elle avait une maladie chronique. Oui. Et du coup, ça change à ce niveau-là, non? Ça change, mais c'est pas la question à 100 000 $. Mais il y a une bonne idée. Il y a de l'idée, hein, on va y arriver, mais... On creusera ensuite. Il y a une question à là, se marteler. Si vous connaissez des médecins, des internes, pour le coup, qui ont des pathologies chroniques, qui ont des maladies préexistantes, il y a une question à se poser. Allez, on y va. Marion, enfin, il y avait de l'idée aussi tout à l'heure dans ta question. Oui, l'idée de la thèse était sur la même question de son ancienneté d'affiliation à la CARMF. Enfin, ça allait avec. En fait, la question, c'est la date de la thèse. C'est on rejoint ce que disait Julien tout à l'heure.
Si elle a passé sa thèse avant la fin de l'internat, il n'y a aucune rupture entre les affiliations obligatoires du salariat puis de la CAMF. Donc en fait, elle va être indemnisée directement à taux plein, avec un délai de carence de 90 jours, bien sûr. Par contre, la jeune Insuline a pris le temps d'écrire sa thèse après la fin de l'internat. Il y a eu une rupture de sa couverture obligatoire. Pardon. Et donc là, comme disait Julien, il y a une couverture à taux progressif de la part de la CAMF. Donc tant qu'elle n'est pas thésée, elle n'est pas couverte. À partir du moment où elle va être thésée, pour ces pathologies en rapport avec le diabète, donc la question est là, alors les 23 premiers mois, elle ne touche aucune indemnité journalière. Du 24e au 47e mois, bon pour faire court, les 2 premières années, elle touche rien. Entre la 2e et la 4e année, elle touche 33% des IJ. Entre la 5e et 6e année, elle touche 2/3 des IJ. Et c'est uniquement à partir de la 7e année d'affiliation à la CAMF qu'elle touchera ses indemnités à taux complet pour tout ce qui est diabète. Donc, message à marteler. Si on n'a pas la chance... Enfin, je voulais dire pas de bol, mais ça fait tout mélanger. Si on a une pathologie préexistante, si on a une pathologie chronique qui pourrait modifier les conditions d'assurance et surtout qui pourrait entraîner des IJ, le message c'est passer la thèse avant la fin de l'internat. Sinon, prévoir aussi, être au courant que les indemnités journalières, même si c'est un régime de souscription obligatoire, seront pas réglées. Bien sûr, oui. Et si elle a fini son internat mais qu'elle ne s'est pas encore inscrite au régime PAMC, qu'elle est toujours sous le régime général, dans l'année qui suit l'internat, qu'elle fait sa thèse par exemple, oui. Il y a une rupture de couverture ou pas? Pour la CAMF, il y aura une rupture de couverture. Après, elle sera indemnisée. Il y aura une rupture de couverture parce qu'il y a une rupture de cotisation. Oui, il y a une rupture de cotisation au titre de la prévoyance. Donc, dans la fin de l'internat, elle sera indemnisée, elle aura remboursement de ses frais et probablement à 100% pour son diabète. Elle pourra bénéficier d'IJ pour la CPM, toujours dans le cadre de la première année de fin d'internat, ça c'est possible, mais à hauteur des IJ d'un interne. Les montants, je ne me prononcerai pas dessus, mais ça fait quand même pas lourd. Voilà, ça c'est là la question, c'était l'indemnisation de la CAMF et mettre en lumière les indemnisations. Voilà, donc là on avait dit qu'elle avait bossé 4 mois, elle était donc dans son cas, elle a assuré à la PMC, donc remboursement de ses frais médicaux à 100% parce que c'est un diabète. Et c'est surtout là, effectivement, donc le contrat de prévoyance privée où là, il faut lire toutes les petites lignes, bien tout déclarer, bien poser les questions à l'assureur. En ce qui concerne les exclusions, donc rupture de prévoyance, exclusion des pathologies antérieures. Potentiellement, il faut faire attention, dans les questionnaires de prévoyance, c'est pas forcément avez-vous une maladie chronique. Avez-vous déjà été pris en charge au titre d'une ALD? Même si dans l'absolu on peut être guéri son ALD, bon, le diabète c'est compliqué. Mais voilà, il faut vraiment relire les risques de rechute sur les hémopathies malignes, tout ça, si on rentre dans des causes exclusives, s'il y a des antécédents médicaux, il faut vraiment, vraiment lire et il faut bombarder de questions l'assureur, bien lire son contrat et être conscient des causes d'exclusion, des indemnités d'exclusion. Enfin, c'est vraiment, vraiment important. Oui. Je ne sais pas si on va faire une partie pour déclaration d'une nouvelle maladie chronique, par exemple, ou pas. On les a pas tués comme ça. On n'a pas réussi, on n'a pas pensé à ça. Et pour toi, ça changerait quoi? Eh ben, est-ce qu'il faut recompter 6 ans? Non. C'est pathologie préexistante. C'est vraiment
la pathologie préexistante à la date d'affiliation. Tu peux déclencher un diabète, tu peux déclencher un cancer, tu peux déclencher... Une fois que tu es thésé et que tu as été affilié au moins une fois. Ils sont renseignés. Et pour la prévoyance privée, il y a des choses particulières à savoir par rapport à ça ou... Ah bah, normalement, tous les ans, tu réévalues ton contrat, plus ou moins un questionnaire de santé. Ça dépend de la compagnie d'assurance. S'il y a une maladie chronique ou une maladie grave, c'est pareil, là, ils peuvent introduire à ce moment-là des causes d'exclusion. Et dans l'absolu, oui, tu réévalues pas. Et tu n'as surtout pas la mauvaise idée de vouloir changer d'assurance. Surtout pas. Tu restes sur ton contrat antérieur, dans ces cas-là, tu as intérêt à rester sur ton contrat antérieur, quitte à ce qu'il te couvre moins que ce que tu gagnes réellement, mais au moins tu as une couverture et tu refournis plus de questionnaire de santé au risque de te faire exclure, quoi. Le truc, c'est, dans l'absolu, essayer une fois qu'on est affilié, qu'on est assuré quelque part, c'est de plus remplir de questionnaires de santé, surtout s'il y a une grosse merde qui arrive. Mais on note pas la prévoyance que... Tu dis qu'on ne spécifie pas la prévoyance, par exemple, si on a une maladie qui arrive en cours, mais une fois qu'on a sa prévoyance privée, on les prévient pas qu'on a une maladie qui se déclare? C'est à double tranchant, c'est à tes risques et périls. Quitte à ce qu'effectivement, voilà, on va être hyper gai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va déclarer comme maladie? On va pas faire un infarct tout de suite à 20 ans. Une CEP. Voilà, voilà. Quelle que soit, une pathologie effectivement grave, t'es pas obligé d'en mourir. L'exemple est bon, merci Marion. Une phlébite. C'est un événement cardiovasculaire notable qui joue vachement sur les contrats d'assurance. Si tu as été assuré pour un certain montant pendant tes 6 premières années de remplacement et que tu déclares ta phlébite, tu risques d'avoir une exclusion pour toute pathologie thromboembolique, pour toute complication du voyage, voilà, et re-questionnaire médical et exclusion. Alors que si tu ne le dis pas, tu réévalues pas forcément ton montant d'indemnité journalière et tout ça, mais tu es couvert. Donc après, le risque, c'est de demander des indemnités journalières. Il y a un moment, ils vont vous demander pourquoi. Mais plus on en rajoute, plus ils ont un questionnaire médical sous la main, plus ils peuvent exclure. Ils sont d'accord pour payer les cotisations, mais dans l'autre sens, ils vont aller chercher les doses. Ils ne réévaluent pas, il ne faut pas faire un questionnaire médical à chaque fois qu'on réévalue les IJ. Ça dépend. C'est une assurance, c'est une assurance, quoi. Non. Enfin, au risque de ne pas te faire payer. Dans ce cas-là, ils peuvent refuser de t'assurer. Ouais. Donc, faut leur en dire un maximum. Faut être couvert au maximum, mais il faut bien être conscient que chaque questionnaire de santé posé ouvre une porte à des causes d'exclusion majeures. Changer de compagnie d'assurance égale questionnaire de santé, sans que ce soit gravissime. Non, là, j'allais me spolier toute seule. Mais bon, on va y arriver. Chapitre numéro 3. Donc un autre chapitre de la protection sociale. Alors, c'est l'histoire de Emma-ternité, qui est donc jeune remplaçante non thésée, qui a fini son internat il y a un mois, qui n'a fait que 5 jours de remplat pendant les vacances d'été, qui là est à 6 mois de grossesse et qui donc s'interroge sur ce dont elle va pouvoir bénéficier pendant son congé maternité. Et toujours par qui, évidemment. Soyez pas timide. C'est pareil que tout à l'heure, vu qu'elle n'a pas fait 30 jours de remplat, elle n'est pas affiliée au régime PAMC. Et du coup, elle a l'ancien régime en tant qu'interne. C'est ça. Ok. Donc, elle bénéficie
et de la prise en charge de ses frais médicaux et d'indemnités journalières pour son congé maternité au titre du régime général de salarié de quand elle était interne, puisque ça fait moins d'1 an qu'elle a fini son internat. Elle est toujours pas, enfin, elle n'est pas taisée, donc est-ce qu'elle peut attendre quelque chose de la CARMF? Bon, voilà. Je crois que c'est devenu évident maintenant. Ok. Et donc, la prévoyance privée, éventuellement. Donc, on aurait pu encore compliquer un peu les choses comme tout à l'heure, avec une année sabbatique, etc. Donc là, c'était les frais médicaux sans indemnité journalière. Et elle aussi, elle a des envies de voyage. Et donc, elle part faire 18 mois de bénévolat en Afrique. Elle rencontre un amoureux sur place et elle est enceinte. Donc elle a fini son internat depuis 18 mois, elle a toujours remplacé 5 jours uniquement avant de partir, et là elle rentre et elle se dit de quoi je vais pouvoir bénéficier. Non, c'est vrai, de rien. Ouais. Sauf si... Sauf s'il a fait des trucs de français à l'étranger ou des choses comme ça, comme tout à l'heure. Voilà. Ok. Et puis éventuellement, autre chose. Oui, alors on ne s'est pas intéressé dans ces cas-là à la CARMF. Non. À la CAF, pardon. Est-ce qu'elle peut bénéficier de quelque chose si c'est mariée en Afrique et que son conjoint est français et il cotise? Ouais, tu as compliqué les choses encore plus que nous, Soraya. Bonne question. Tout c'est de savoir où cotise son conjoint. Donc on n'a pas décliné en fonction des 13 caisses. Mais c'est possible. C'est possible? A priori, oui. Ok. Mais de toute façon, en tant que conjoint, ça ferait des... En tant que conjoint, ça ferait des prises en charge de soins, pas d'indemnité journalière. Oui, des frais médicaux. Ça ferait, du coup, comme si elle était, elle, à la caisse des Français à l'étranger, tout pareil. Tout à fait. Ok, donc finalement, elle a remplacé 30 jours pendant les vacances d'été avant d'avoir son gros bidon et de plus pouvoir travailler. Et donc, elle a bien pensé à déclarer ces 30 jours de remplacement à la sécurité sociale. Et elle n'est toujours pas taisée. Est-ce que vous savez ce dont elle peut bénéficier, du coup, par rapport à ce nouveau statut ? Les frais médicaux pris en charge par le régime là, des comment on dit tout à l'heure, PAMC. Praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. Oui, donc elle bénéficie de la prise en charge de ses frais médicaux, mais la question est-ce qu'elle bénéficie de quelque chose par rapport à son congé maternité ? Alors, eh bien si, justement. Par rapport au congé maternité, c'est la seule condition où on peut attendre... Enfin, c'est pas la seule condition, mais c'est une des conditions pour laquelle on peut attendre quelque chose de la sécurité sociale. Comme elle est affiliée au régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, elle peut bénéficier d'une allocation forfaitaire de repos maternel, pour laquelle il n'est pas obligatoire de cesser une activité. Il suffit de déclarer qu'on est enceinte pour en bénéficier. C'est une indemnité qui est actuellement de 3 269 €, qui est versée en 2 mois, qui est versée sur demande la moitié au 7e mois et la deuxième moitié après l'accouchement. Il y a un deuxième volet aux prestations du régime PAMC avec des indemnités journalières qui, elles, sont conditionnées au fait de s'arrêter de travailler. Donc il faut faire parvenir un certificat sur l'honneur à la sécurité sociale et un arrêt de travail à la sécurité sociale pour pouvoir en bénéficier. Il faut s'arrêter au moins 8 semaines
dont 2 semaines avant l'accouchement pour pouvoir bénéficier de ces indemnités journalières. Parfois, nos jeunes consoeurs sont tentées de s'arrêter très peu de temps parce qu'elles jugent que financièrement, elles ne peuvent pas le faire plus. Si elles s'arrêtent moins de 8 semaines, elles ne peuvent pas bénéficier de ces indemnités journalières qui sont de 53,74 € par jour actuellement. Pour rappel, la durée légale du congé maternité pour un premier enfant, c'est 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement et 10 semaines après. Voilà, ça, en tant que médecin, souvent on le sait. Voilà. Des questions ? Oui. Et elles sont reversées quand? C'est-à-dire on fait une déclaration sur honneur qu'on arrête de travailler et à partir de là, ils commencent à nous verser les indemnités, ou c'est dans 3 mois après, quand on aura fait... Alors, j'ai repris mon travail après tant de temps? En théorie, c'est versé à terme échu après la déclaration de l'arrêt de travail. Donc, si tu déclares au 20 novembre, tu es censé avoir tes indemnités fin décembre. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça se passe pas toujours comme ça. Voilà. D'autres questions ? Ok, donc elle n'était pas taisée, maintenant elle est taisée. Qui va lui verser quoi? Rien de plus? Ouais. C'est la question piège. Pour le congé maternité, c'est pas la CAMF, c'est la CPM via le régime PMC. On a droit à 4 points retraite en plus pour la CAMF. Oui, voilà. Au niveau des indemnités, c'est 100 points dans le régime de base, et puis selon la durée de l'arrêt de travail, si ça dépasse 90 jours, il y a possibilité d'une exonération de cotisation dans le régime complémentaire au titre de l'arrêt pour congé maternité. Je ne parle pas de la grossesse pathologique, juste le congé maternité. Voilà, donc c'est des prestations en nature, mais pas des prestations en espèces pour la CAMF. Voilà. C'est ça que tu viens de dire, c'est l'exonération de la... Exonération de la cotisation d'un semestre dans le régime complémentaire. Et 100 points dans le régime de base. Voilà. Je réfléchis en même temps. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a une grossesse, même si la CAMF va rien vous verser, il faut penser à leur déclarer... à la CAMF quand même, hein, oui. On déclare il y a une déclaration à faire à la CAMF, même s'ils ne vont rien vous verser en argent sonnant et trébuchant. Voilà. Et c'est au moment où on déclare à la CAMF qu'ils enlèvent les... qui chantent la cotisation, ou c'est... Alors, ils le font, je pense, a posteriori, puisqu'il faut s'être arrêté 90 jours pour l'exonération du semestre, donc il faut avoir l'antériorité. Ils te refont une régularisation en fait, du forfait de l'année, justement cette part. Et est-ce que cette exonération à la CAMF de 6 mois de cotisation fait pas une perte de points de trimestre à l'arrivée à la retraite? Parce que justement, c'est vraiment purement une exonération et il compte les trimestres quand même. Ouais. C'est cadeau. Non mais plus t'as d'enfants, plus t'as de points retraite. C'est juste pour être sûr, quoi, parce qu'ils pourraient être capables de ça aussi. Genre, on vous permet de pas payer parce que vous gagnez moins en ce moment, mais du coup, pas de bol. À la fin, ça vous fait des trimestres en plus à faire, quoi. Oui, donc non. J'ai une petite question, encore une question sympa. Est-ce que si on a une grossesse gémellaire, par exemple, on a plus de points? A priori, non. On ne sait jamais. Ok, donc l'évolution. Maintenant, Emma est installée. Est-ce qu'elle a le droit à quelque chose en plus? L'ASL. Depuis le. Ouais, voilà. Et aussi potentiellement, si on est en zone déficitaire, PTMG. Oui,
Donc, pour l'avantage supplémentaire maternité, c'est un avantage qui est conditionné à cessation d'activité, pour lequel, normalement, il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire auprès de la CPAM, normalement. Elle est censée être déclenchée par le fait d'envoyer son arrêt de travail et son attestation sur l'honneur de cessation d'activité qui conditionne le versement des indemnités journalières. C'est un avantage conventionnel, donc qui dit convention dit exclusion des remplaçantes. Donc c'est uniquement pour les collaboratrices ou les installées, dont font partie les collaboratrices, mais c'est important de rappeler que c'est aussi possible pour les collaboratrices. Et donc le montant de l'indemnité qui est mensuel et qui ne peut pas excéder le congé légal de maternité, donc durée maximale de 3 mois, dépend du nombre de demi-journées d'activité libérale dans la semaine. Donc pour 8 demi-journées ou plus d'activité dans la semaine, c'est 3 100 € par mois. Et ensuite, c'est dégressif. Si vous travaillez que 6 ou 7 demi-journées, c'est 2 325 €. Et si vous travaillez 5 demi-journées ou moins, c'est 1 550 € par mois. Et tout ça en brut. Toujours en brut. Voilà pour l'avantage supplémentaire maternité, d'un point de vue des mamans. Les demi-journées, ça c'est sur déclaration du coup? C'est sur déclaration, oui. Ces sommes-là, c'est des honoraires ou... Ça doit être considéré comme des revenus de remplacement. Je pense au niveau fiscal, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est pour savoir si on paye les charges dessus ou pas. Tu as dit brut, mais je voulais savoir... Oui. Est-ce qu'il y a un délai minimum avant de pouvoir toucher à ça? Est-ce qu'on peut s'installer, paf? Non, mais on a tous des potes médecins, j'ai envie de dire. On peut se mettre en collaboration virtuelle après. Quoi? C'est de la fraude? Non, il n'y a pas de délai minimum à ma connaissance sur ça. En tout cas, dans ce que j'ai pu lire dans les textes, c'était pas mentionné. Tu peux proposer une collaboration de 3 mois le compte du congé mat et puis après tu retires la collaboration. Pour que les remplaçants et les... C'est compliqué de tenir. C'est pareil que de s'installer en collaboration, c'est les mêmes démarches, les mêmes trucs. Pour 9 000 €, je peux pas te le faire. Donc ça veut dire qu'on peut tomber enceinte remplaçante. Micro, s'il vous plaît. On peut tomber enceinte remplaçante et au bout de 3-4 mois de grossesse être collaboratrice et du coup bénéficier de ça. Oui. Ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on peut préciser, c'est que c'est un avantage qui est rentré en vigueur au 29 octobre 2017 et que pour nos consoeurs qui auraient accouché avant cette date mais qui seraient encore en congé maternité, par exemple s'il leur restait au 29 octobre 2017 4 semaines de congé maternité, elles peuvent prétendre à cet avantage pour les 4 semaines restantes. Voilà, et ça n'a pas forcément été dit, médiatisé. Donc voilà, si vous avez des consoeurs dans ce cas-là, important de leur signaler. Et c'est pour la déclaration sur honneur qu'on a arrêté de travailler? Oui. De papier en plus ou de trucs, déclaration sur l'honneur, comme quoi vous avez cessé toute activité libérale, et arrêt de travail. Rien de plus que ce qui est fait normalement pour les indemnités journalières. Il n'y a pas d'autres trucs à faire. Mais souvent, comme c'est nouveau, on est quand même obligé de les appeler. Et ayant une consoeur qui demande à bénéficier de l'indemnité, c'est loin d'être très simple actuellement. Ça le sera sûrement plus à l'avenir. Mais là, pour les premières indemnisations, c'est pas simple. Qui verse ça? La CPAM. C'est un avantage conventionnel, donc c'est la CPAM. Et si le médecin est remplacé, il n'y a aucun impact, même si son remplaçant lui laisse une grosse rétrocession, il n'y a pas de contrôle? Non, puisque tu ne travailles pas et que tu déclares sur l'honneur avoir cessé ton activité. Personnellement, ce qui m'avait été demandé et ce qu'on est censé tous faire, c'est d'utiliser ma CPF
pendant ou la CPS du remplaçant pendant la durée du congé maternité pour pas avoir de soucis. Voilà. Donc l'ARS a prévu des petites choses aussi pour la maternité. C'est la même chose quel que soit le contrat, que ce soit praticien territorial de médecine générale ou de médecine ambulatoire. C'est en fonction du temps de travail aussi. Et ça peut être jusqu'à 3 105 € bruts par mois, toujours pendant la durée légale du congé maternité. Si c'est un mi-temps, c'est la moitié de l'indemnité. Par contre, il y a une clause là au niveau installation et début de grossesse. Dans la ville d'à côté où je suis installé, il y en a une qui s'est installée, elle était enceinte, elle a signé, alors je ne sais plus quel est le délai. Bon, maintenant elle allait peut-être partir en procédure contre l'ARS ou la caisse en disant vous avez refusé de me verser les indemnités du titre du PTMG. Donc a priori par rapport au contrat, elle n'avait pas lu les petites lignes. Alors j'ai un doute là par rapport. Logiquement, je vais revérifier, mais ça doit être un trimestre. Et pour en bénéficier, il faut avoir fait le nombre d'actes demandés, à savoir pour le PTMG, c'est 165 actes mensuels. J'ai un doute sur le fait que ce soit pour la maternité aussi, ou si c'est juste pour la maladie. Là, il faut que je vérifie. Maternité aussi. Je crois que c'est maternité aussi, ouais. Voilà. Est-ce que PTMG, PTMA et avantages supplémentaires maternité sont cumulables? Alors, en Hauts-de-France, pour avoir posé la question, oui. Techniquement, oui, parce qu'ils ne l'ont pas précisé dans les textes, quoi. Voilà. En Hauts-de-France, oui. A priori, il y a d'autres régions où des questions se posent et pour l'instant, on bénéficie d'un flou juridique quelque part, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Ok. Et donc, un petit aparté, même si c'est pas Emma, mais pour les pères, de quoi les papas peuvent-ils bénéficier au titre de leur affiliation au régime PMC et par rapport au contrat éventuel qu'ils auraient pu souscrire. Avec le régime PMC, on a 11 jours de congé paternité, au même tarif que les femmes, je crois, je ne suis même pas sûr, je ne connais pas les tarifs. Ça. Alors c'est 11 jours qui doivent être consécutifs et dans lesquels sont inclus dimanche et jours fériés. Voilà, et c'est 53,74 € aussi. On s'est posé la question ce midi. C'est une question un peu tordue. On est là pour ça. Une collaboratrice qui tombe enceinte. On a revérifié le contrat ce midi. Il est dit qu'on peut suspendre son contrat de collaboration pendant le congé maternité. Mais donc, si on suspend son contrat de collaboration, est-ce que du coup, on peut prétendre à l'ASM, aux IJ? 3 points de suspension. J'avais pas cette notion du fait qu'on puisse suspendre le contrat de collaboration, c'est-à-dire du coup pour éviter de payer la redevance. En fait, alors c'est elle se pose la question de prendre un remplaçant en tant que collaboratrice, hein, ou alors de suspendre son contrat. Et en effet, elle me montrait son contrat où il y a bien un terme. Alors, autant le médecin installé, il ne peut pas rompre le contrat de collaboration, ça c'est complètement interdit. Mais apparemment, la collaboratrice peut suspendre. Alors, suspendre le contrat, d'après les termes, c'est pas clôturer le contrat de collaboration, c'est le suspendre. Mais alors, en termes, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la réponse. Elle a appelé l'ordre, qui ne sait pas trop. La Sécu, elle doit voir un peu comment ça marche, mais je ne sais pas si... Et c'est une clause du contrat type de l'ordre ? Oui. Le micro.
Oui. Donc oui, moi je suis en collaboration et c'est sur le contrat type sur l'ordre, il y a un article, il y a marqué pendant congé maternité, suspension du contrat, je sais pas quoi. Mais effectivement, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais moi, de ce que je comprends, ça veut dire en gros, tu peux t'arrêter de travailler, tu dois rien leur redonner, tu dois pas leur reverser de tes indemnités ou de ce que tu pourrais toucher. Il n'y a plus de reversion ou quoi que ce soit. Et eux, ils peuvent prendre quelqu'un d'autre pendant ce temps. Alors après, je sais pas comment ça peut se passer, mais voilà, ils peuvent prendre quelqu'un d'autre ou un remplaçant ou un contrat court de collaboration sur quelques mois ou tu vois, un truc comme ça. De ce que j'ai compris, mais après. Et donc elle touche rien. Ah non, en tant que collaboratrice. Ah si. Et si, tu as un contrat de collaboration quand même. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, tu as signé ton contrat de collaboration, il va de temps à temps où il est sur durée indéterminée. Et tu touches rien. Enfin, tu touches ça, oui, je pense que oui, tu as le droit à tout ça. Moi, je n'ai pas forcément la même opinion. Si elle suspend son activité, après, elle n'est plus en arrêt de travail, vu que. Enfin, ça me paraît compliqué au niveau interprétation juridique. Pour moi, elle a plus intérêt à se faire remplacer. Comme ça, elle peut essayer d'éponger une partie de la redevance. Elle peut encore prétendre au titre de son arrêt d'activité. Mais si elle arrête d'elle-même son activité et que ce n'est pas pour une raison liée à la grossesse, moi, ça me paraît... Si c'est un exercice en groupe, en plus, pour les collègues, comment peuvent-ils faire pour pallier à l'absence de ce médecin ? Si elle suspend son contrat, ça veut dire qu'elle ne doit pas pouvoir être remplacée. Et du coup, qui s'occupe de sa file active de patients ? C'est un peu compliqué aussi de ce point de vue-là. Ce qu'elle disait ce matin, si j'ai bien compris, c'est que du coup, c'est les deux titulaires là, de son cabinet ne voulaient pas qu'elle prenne de remplaçants juste 2 jours par semaine. Ils voulaient que ce soit eux qui prennent des remplaçants pour qu'ils soient remplacés un peu plus de jours dans la semaine, quoi. Mais moi, j'ai eu le cas cet été où j'ai remplacé un congé maternité où elle, c'était justement plus ou moins la collaboratrice installée qui s'arrêtait pendant son congé maternité. Et moi, j'ai plus ou moins remplacé en m'installant à sa place pendant ces 3 mois-là. Voilà, c'est ça. C'est ça, suspendre son contrat, c'est-à-dire qu'elle était en arrêt, donc elle ne paye pas de charge. Ouais, moi, c'est ce que je... Enfin, tout ça, moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est ce que j'ai compris. C'est le nouveau contrat qui a été créé pour moi, dans mon cas là, c'était pour une installation temporaire dans le cadre de la médecine balnéaire, comme c'est une zone touristique. Le Conseil de l'ordre m'a demandé de m'installer pour 3 mois. Mais tu peux faire un assistanat, c'est ça ? Comme une collaboration temporaire. La collaboration, tu peux la faire à partir de 3 ou 4 mois, je crois. Tu peux faire un contrat de 4 mois de collaboration. Donc, t'installer à ton nom. Moi, c'était même moins que 3 mois. Pour 3 ou 4 mois. Je crois que c'est 3 mois minimum. Non, moi, c'était moins de 3 3 bien mois. Prendre un Mais truc, après, moi, c'était un cadre de médecine balnéaire. Après, dans les autres cadres, je sais pas. Ouais. Après, si besoin, on peut se renseigner. Mais personne ne sait. Hein. Voilà, mais... Comme ta collègue, là, moi, je m'étais renseignée avant de signer le contrat pour savoir comment ça fonctionnait, quoi. Donc, que ce soit même pas que pour maternité, pour plein de trucs, personne ne sait. J'ai envie de dire que c'est un contrat type. Vous avez le droit de le modifier et de le rendre plus clair. Hein. Oui, mais du coup, quand on arrive et qu'on ne sait pas trop, tu vois, non, mais ça fait vraiment partie des trucs sur les contrats de collaboration à vachement faire gaffe. C'est la maternité. Et il faut en discuter avec l'installé avec qui le collaborateur signe, enfin la collaboratrice en l'occurrence signe le contrat. Il faut clarifier les termes et les rendre intelligibles pour tout le monde. Et pour le coup, le faire valider par l'ordre avant de le signer pour être sûr que tout le monde soit d'accord. On est d'accord qu'avant, on n'y pense pas toujours. Bon, voilà, ça fait partie des trucs sur lesquels on peut alerter les collègues, quoi. Ouais. Mais c'est pas l'ordre qui va t'aider à faire ça, je veux te dire. Alors, je suis pas sûre que légalement, ce soit tu suspends ton activité et donc tu n'es pas éligible à l'ASM. Parce que techniquement, pour la CPAM, tu es installé, point. Ouais. Ils vont pas te demander est-ce que ton contrat de collaboration il est encore en cours ou il n'est pas en cours. Ça, ils te le demanderont jamais, ça les concerne pas. Je pense que le contrat de collaboration, il concerne uniquement la redevance et qu'à partir du moment où tu es installé, on n'a pas à te poser plus de questions par rapport à ton activité. Tu as le droit de t'arrêter et après ce que tu fais et ce que tu fais avec tes collaborateurs, avec les médecins installés, je ne pense pas que ça concerne la CPAM et je ne pense pas que ça conditionne ce que tu reçois de la CPAM. Je ne vois pas le rapport.
En fait, celle que j'ai remplacée, elle a suspendu son activité, donc c'était une cessation d'activité pour la CPAM, mais elle restait toujours installée. Elle n'allait pas se désinstaller pour son congé maternité, puis se réinstaller après. Oui, mais c'est... Enfin, suspension. Tu te mets en arrêt de travail, tu vois, c'est un arrêt de maladie. Eh ben, tu peux très bien être installé, te mettre en arrêt et pas te faire remplacer. Et tu toucheras quand même ça. Bah, en fait, je la remplaçais pas. Voilà, donc tu je la remplaçais pas, j'avais un contrat avec un autre médecin. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est pas toi, mais je veux dire en général. Là, on parle collaboration, suspension de contrat, je sais pas quoi. Mais en fait, tu es installé, que tu sois collaborateur ou titulaire. Tu te mets en arrêt maladie en arrêt de congé maternité. Imagine, tu te fais pas remplacer. Ben voilà, tu as le droit de pas te faire remplacer, d'arrêter de travailler, et tu toucheras ça, et voilà. Donc tu as ton... Tu vois ce que je veux dire ? Une dernière intervention là-dessus, puis on va essayer d'avancer sur la suite de l'atelier. Et pour revenir sur la collaboration, moi, quand j'étais collaborateur, il fallait que je fasse au moins 5 C par demi-journée pour pouvoir reverser quelque chose. Et donc là, forcément, si elle est en arrêt, elle n'aura pas reversé la redevance, le contrat est encore valable. C'est pareil. Là, c'est de l'écriture de contrat de collaboration, c'est pas le sujet du jour. On en est à Ématernité qui nous a fait un bébé et son copain est médecin. Il a le droit à quoi, le copain ? Ouais, donc moi au départ, si je demandais le micro, c'était plus pour compléter sur et pour les papas. Merci. Ils ont le droit à un bout d'ASM aussi. Ils ont un complément sur l'ASM si ils sont installés. Oui. Effectivement. Okay. Et puis pareil, il doit y avoir quelque chose en PTMG, je pense. Eh ben c'est le piège. Tout à l'heure, il y avait le piège du PTMA qui ne prévoyait pas de prestations en cas d'arrêt maladie. Là, c'est le PTMG qui ne prévoit pas de prestations en cas de congé paternité. Donc voilà, ouais, il faut bien faire attention à tout et dans quel cadre. Voilà, donc on peut prévoir d'être papa, enfin en tout cas savoir si on veut être papa un jour ou pas. On ne peut pas prévoir d'être malade, mais il faut savoir qu'il y a une différence sur ça entre ces deux types de contrats. Et donc, on parlait de l'avantage supplémentaire maternité pour les papas. Donc, conditionné lui aussi au fait de s'arrêter de travailler. Donc là, c'est un forfait et plus une allocation mensuelle. Toujours en fonction du nombre de journées, de demi-journées travaillées dans la semaine. Et donc, l'indemnisation varie entre 1100, un peu plus de 1100 € par mois et presque 600 €, enfin pas par mois, 1100 € et presque 600 € pour moins de 5 demi-journées ou 5 demi-journées par semaine. Voilà pour les papas. Finalement, Emma, à 5 mois de grossesse, elle a des contractions, son col se modifie et elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus travailler. Et donc elle se demande comment on va pouvoir prendre en charge d'un point de vue protection sociale cette grossesse pathologique. Donc là, voilà. Donc dans un premier temps, elle a fini son internat il y a moins d'un an. Et non taisée. N'ayez pas peur. Et ben donc elle est prise en charge au titre de son salariat qui date de moins d'un an. Voilà, oui, c'est toujours pareil. On peut peut-être passer assez rapidement sur ce point-là. Donc maintenant, elle est remplaçante, mais elle a fait ses 30 jours de remplat. Elle est affiliée... non, ça, on vient de le faire. Oui. Voilà. Donc, non taisée, affiliée au régime PMC, et donc forcément non taisée, remplaçante. Donc la question est, grossesse pathologique et régime PMC, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou pas ? Et si oui, quoi ? J'allais dire oui, je crois, mais je vais pas plus loin que ça. Ok, c'est un bon début. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non. Donc c'est effectivement il y a quelque chose de prévu par le régime PMC.
avec donc la prise en charge des frais médicaux toujours, et des indemnités journalières avec un délai de carence de 3 jours pour un maximum de 87 jours qui peuvent être consécutifs ou non. Et si c'est consécutif, c'est-à-dire jusqu'au 90e jour d'arrêt. Voilà. Ensuite, débute le congé maternité si elle a atteint le début du congé maternité, donc avec une indemnisation qui est un peu plus importante en termes d'indemnité journalière pour le congé maternité que la grossesse pathologique, 43,80 vs 53,74. Et si la date du congé maternité n'est pas atteinte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez? Si la date du congé maternité, à la fin des 90 jours d'arrêt, n'est pas atteint. Non, elle a toujours son col ouvert. Dans le cas d'Emma, là, donc, je rappelle qu'elle est remplaçante non thésée. Ouais, oui. Entre l'indemnité grossesse pato et le congé maternité, ouais. Il se passe rien. Elle n'a plus de sous. Voilà. Sauf si elle a eu prévoyance privée. Voilà. Parce qu'elle est non thésée. Enfin voilà, je donne un peu la réponse. Mais la thèse, là, pour le coup, changerait rien. Ben, alors, on y arrive. Si elle est thésée, elle est donc affiliée à la CAMF. Mais sur la partie Sécu et régime PAMC, ça ne changerait rien. Non. Donc si elle est thésée, la CAMF, est-ce qu'elle prévoit quelque chose et quoi? Oui. La CAMF prend le relais, non? La CAMF considère ça comme de l'arrêt maladie standard, ouais, et donc couvre à partir de 90 jours d'arrêt. Voilà, c'est pour ça que c'est pas trop mal fait entre guillemets. Il y a les 3 jours de délai de carence par la PMC qui indemnise 87 jours et c'est censé être fait pour des médecins thésés. Donc derrière, c'est la CARF qui prend le relais si le congé maternité n'est pas débuté. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et pour la CAMF, il y a une exonération de cotisation possible aussi au titre de la grossesse pathologique, mais qui n'est pas cumulable avec l'exonération de cotisation dont on a parlé tout à l'heure au titre du congé maternité. Voilà, donc il faut choisir. Et donc comme tout à l'heure, maintenant Emma s'installe. Est-ce que ça change quelque chose ? J'ai vu des... Est-ce qu'il y a des gens qui pensent Non, effectivement, ça change rien du tout. Un petit rappel sur la prévoyance privée et la grossesse. Certaines compagnies prévoient une allocation forfaitaire de maternité pour la grossesse, mais il y a un délai par rapport à la souscription et il y a même certaines compagnies qui prévoiraient des indemnités journalières aussi pour la grossesse, dans le cadre du congé maternité. Attention au délai de souscription, au délai entre la date de souscription du contrat et la date de couverture du risque. Pour certaines compagnies, il faut que le contrat soit antérieur de plusieurs mois, voire jusqu'à 12 mois pour pouvoir couvrir le risque de grossesse simple, pour bénéficier de l'allocation. Et c'est pareil pour la grossesse pathologique. Il faut que le contrat soit antérieur entre 3 mois et 12 mois la plupart du temps pour pouvoir couvrir le reste de grossesse pathologique. De plus, lorsqu'on a eu une grossesse pathologique, on a été gentil et on a mis qu'il était presque impossible de souscrire une prévoyance pour une grossesse pathologique. Dans les faits, il est impossible de couvrir le risque de grossesse pathologique quand on a déjà eu une grossesse pathologique. Donc la moralité, c'est que la grossesse, c'est vraiment quelque chose qui s'anticipe par rapport à la prévoyance privée. Voilà, y a-t-il des questions sur la maternité, la paternité, avant qu'on passe à autre chose ?
Si elle a, si j'ai oublié son nom. Bref, c'est Emma l'interne. Elle était au régime PMC, mais depuis moins d'1 an. Plus d'interne depuis moins d'1 an. Elle aurait pu cumuler les IJ du régime général et les IJ du régime PMC? Non. Sûr? Sur Twitter, on me dit que oui, c'est pour ça que je pose la question. Alors, logiquement, tu changes de régime, donc tu bénéficies plus du régime antérieur. À vérifier. On peut vérifier, mais normalement non. Parce que moi, mon congé paternité, j'étais salarié et libéral, et donc je cotisais au régime salarié, et j'ai bien touché les IJ des deux côtés. C'est un exercice mixte. Oui, moi j'étais un exercice mixte. Tu parles d'une fin d'internat, un internat terminé? Oui, depuis moins d'1 an, et donc régime PMC, parce que plus de 30 jours de remplat. Ouais. Mais après, dans ce cas-là, elle est que libérale, elle n'est pas un exercice mixte. Moi, je pense que non. Tu changes de régime de sécurité sociale, logiquement non, mais on peut vérifier et te rapporter la réponse. Plus de questions? Alors oui, on a oublié, on leur a fait plein de trucs, on a oublié de les mettre en exercice mixte. Je suis désolé, on y repensera pour la prochaine fois. Bon, alors, maternité, maladie, maladie préexistante, grossesse patho, qu'est-ce qui manque? Les accidents de travail. On va aller vite, vous pourrez aller prendre un café. On va avoir fini avant l'heure normalement. Alors, humour toujours. Je m'y pique. Alors là c'est pareil, là on va se concentrer, accident de travail. Donc remplaçant, a fait ses 30 jours et donc affilié au régime PMC parce qu'il n'a pas bien dormi. Il se pique juste après avoir fait son vaccin contre la grippe à un patient VIH. Là c'est plusieurs questions d'un coup. Et quel droit, quel papier, quel document, quelle assurance, quelle indemnisation s'il y a indemnisation. Lâchez-vous, accident de travail et médecine PMC. On y va. De manière, si on n'a rien fait de plus, rien. Ouais, pas drôle quand vous connaissez les réponses. Et si on avait fait quelque chose de plus, on aurait fait quoi? Eh ben, il y a la possibilité de se couvrir volontairement pour le risque d'accident de travail auprès de la Sécu. Oui. C'est un formulaire à remplir et à renvoyer à sa caisse primaire d'assurance maladie. Et ça couvre des soins et ça couvre une invalidité. Non, alors vous êtes tellement trop au taquet. Donc, là... Et ça coûte combien? Alors moi, il faut que je revérifie si c'est cohérent. Moi, je paye en gros 400 € par an. C'est une cotisation complètement à part de ton risque assurance maladie, etc. Ça se paye à l'URSSAF, tout pareil. Mais c'est vraiment une ligne à part. Mais il faut que je vérifie, je ne suis pas sûre que ce soit bien cohérent, parce qu'on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps, et en fait, quand tu regardes, les gens payent des choses très très différentes. Donc je pense que je paye un peu trop, il faut que je vérifie. C'est indexé sur les revenus, et ça varie, je crois, entre 59 et 100 € au trimestre. Tu travailles trop mal. Donc, oui, là, l'idée, c'était de mettre en lumière qu'il n'y a donc pas de couverture automatique pour les accidents et maladies professionnelles. Donc, deux possibilités. On n'a pas souscrit l'assurance volontaire pour les accidents et maladies professionnelles, on n'a le droit à rien, c'est pour la peine de faire les papiers. On a souscrit auprès de la CPM donc l'assurance volontaire pour les accidents de travail auprès d'un magnifique CERFA. Vous pouvez noter le numéro, le 11227. Donc il y a à souscrire auprès de la CPM et effectivement qui a payé à l'URSSAF en fonction des revenus et ça arrive en même temps que les papiers URSSAF au niveau des cotisations de la sécurité sociale. Selon les départements, lorsque vous inscrivez pour le régime PMC, ils le proposent plus ou moins systématiquement. Je pose la question. Donc là, c'est là où on peut ouvrir un petit peu le débat. Là, c'était donc on a choisi volontairement quelque chose qui était compliqué à déclarer autrement qu'en accident de travail.
là, il faut faire vraiment attention, il faut surtout diffuser l'information autour de vous, parce que là, il n'est pas en arrêt de travail, il est vivant, il a sa tête et il peut parler. Donc il est capable de faire les papiers, il est capable de faire les démarches, de faire sa déclaration d'accident de travail, d'avoir à ce moment-là donc une couverture à 100% des frais médicaux engendrés. Donc là, dans ce cas-là, les sérologies, potentiellement la trithérapie, les consultations médicales, tout ça, ça rentre comme un accident de travail classique qu'on peut gérer nous en tant que professionnels. Il y a aussi des accidents de travail où les gens ne peuvent plus parler après. Les graves accidents de la route, les comas, les décès. Oui, c'est hyper gai. Ça donne envie de revenir. À savoir, donc déjà communiquer sur le fait si on est assuré ou pas pour les accidents de travail auprès de sa famille, son conjoint, de ses associés, pour savoir s'il y a une prise en charge. Et coup tordu de chez tordu, mais ça arrive. Vous n'êtes pas assuré. La Sécu démontre que c'est un accident de travail. Vous avez le droit à rien. Voilà. Si vous n'avez pas souscrit, ça c'est dommage, on est filmé. Si vous n'avez pas souscrit l'assurance accident de travail, je ne devrais pas le dire, mais il faut le déclarer en maladie. Il n'y a pas une prise en charge à 100%, mais vous êtes pris en charge de la PMC, remboursement des frais médicaux, mutuels. Voilà. Mais si la Sécu se rend compte que ce n'est pas une maladie, que c'est un accident de travail, remboursement des frais et prise en charge à zéro. Tu veux dire que là, dans ce cas-là, il ne s'est pas piqué en faisant un vaccin, il s'est piqué il a passé une folle soirée avignonnaise, il était tout bourré, il a oublié le préservatif, il a couché avec qui sait pas qui. Bon, c'est une maladie, c'est une prise en charge classique, d'exposition au sang. Voilà, là, bon. On a essayé de cadrer, on s'est dit qu'après, il y avait possibilité de, finalement, quand même, de détourner en maladie, mais voilà, ça, il faut le couvrir. Donc, et au titre de l'accident de travail, donc, il y a, pour remonter le moral, j'ai oublié mes notes, mais donc, il se peut que la liste ne soit pas exhaustive. Donc, remboursement de tous les frais de santé, rééducation, appareillage, pharmacie, kiné, tout, à 100%. À partir du moment où il y a écrit accident de travail en haut de l'ordonnance. Il y a possibilité d'être assuré sur l'invalidité secondaire, prise en charge des obsèques et des frais funéraires si on en est arrivé à mourir, et potentiellement aussi des rentes pour la famille au titre des accidents de travail. Tout ça. Donc là, j'ai zappé mes notes, mais j'avais la liste et c'est décrit, vous allez sur amélie.fr. Prise en charge il y a toute la liste des prises en charge, mais au titre que n'importe quel autre de nos patients qui a un accident de travail en fonction de la conséquence, on a la même prise en charge à 100% et des forfaits et des rentes. Mais vraiment, voilà, faites attention. Les paperasses, ça part assez vite. Si vous n'êtes pas assuré, le risque, c'est de vraiment rien avoir. Derrière. Attention, contrairement aux salariés, il n'y a pas d'indemnité journalière prévue au titre de l'assurance volontaire pour les accidents de travail. CPM égale pas d'indemnité journalière pour les médecins. Sauf grossesse. Sauf grossesse. Juste pour clarifier, un accident de travail, la CPM a le droit de nous dire non, on ne vous rembourse pas parce que c'est un accident de travail. Médecin contrôle, c'était pas mort. S'ils arrivent à démontrer que c'est un accident de travail et que tu as usurpé tes droits, oui. Mais quel droit ? D'être pris en charge par la Sécu. T'es pas assuré, en fait. Mais la sécurité sociale, elle nous couvre pas 24 heures sur 24 ? Non. Pour les salariés, tout ce qui est imputable à un accident de travail est payé par l'employeur. Il y a une cotisation spéciale pour ça. Mais du coup, par exemple, parce qu'accident de travail, bon, la seringue, d'accord. Accident de la route, sur le chemin, il vaut mieux dire qu'on n'allait pas au travail, quoi. Enfin, comment ils vont prouver que c'est pas assuré, qu'on allait tu au peux le travail. dire.
on dit que c'est un accident, quoi. Et c'est Mais la si elle maladie dit de la c'était maladie. le lundi matin à 9h-5 et tu avais des rendez-vous à 9h, Ils vont aller vérifier qu'on ait des rendez-vous. S'ils ont envie d'aller vous chercher des poux, ils vont aller vous chercher des poux. Ouais. Et ça commence à se voir. Et ça vrai commence à se voir. Donc, petit coup de téléphone, Ouais. ça coûte un peu cher, mais ça peut rapporter gros. Assurez-vous. Non, mais qu'on du fait coup, d'accident parce de que travail. dans les prévoyances privées, on est couvert aussi accident de travail. Alors, en Donc, général, c'est arrêt maladie, quel que soit le motif, mais c'est Ouais. pareil, lisez les contrats. Hein Parce que au titre de l'accident, Mais les soins, on est quand même pris en charge. s'il démontre que tu n'es pas assuré pour ce risque, non. Mais je suis très choquée. Ouais, moi aussi, je suis choquée. Bah, c'est pour ça qu'on finissait comme ça. Mais il faut se rappeler que l'assurance maladie, il y a 3 caisses. Il y a la caisse assurance maladie, la caisse accident de travail, maladie professionnelle et la caisse maternité. C'est juste trois sommes caisses. d'argent qui viennent d'endroits différents. Donc il n'y a pas de raison que la caisse accident de travail paye pour la caisse maladie, enfin l'inverse plutôt. La caisse maladie paye pour un accident de travail. Quand ton patient il vient que tu mets AT sur l'ordonnance, c'est pas la même caisse qui rembourse. Enfin, caisse, ça vient pas de l'argent, mais pas du même endroit, quoi. Oui, en général, les patients, ils ont plutôt à prouver que c'est un accident de travail que le contraire. Donc c'est pour ça que ça me choque, parce que quand je sais pas moi, une chute, un malaise, dit c'est refusé par Je te rappelle que ton employeur, c'est toi. Oui, je suis bien d'accord. Mais justement, Il y a conflit d'intérêt. un patient chez qui l'accident de travail est refusé est quand même couvert par la sécurité sociale. Oui, mais toi, t'es médecin. Mais je me refuse. Est-ce qu'il y a des contrats de prévoyance qui nous couvrent contre les accidents du travail ou pas? Lis tes contrats de prévoyance. D'accord, c'est selon... ça existe. La prévoyance privée, c'est à géométrie complètement variable, complètement personnelle, en fonction, enfin même dans la même compagnie d'assurance, en fonction de tes antécédents, en fonction de ton kilométrage. Je te rappelle qu'on te demande combien de kilomètres tu fais pour aller travailler par an. C'est les méandres des contrats. Faut lire ces contrats. Il faut essayer, vu que vous êtes venu à la formation, d'imaginer tous les cas de figure possibles, d'aller vraiment chercher les lacunes dans vos contrats. Voyage à l'étranger, les sports à risque, accident de travail, accident de voiture, accident... faut aller lire, il faut aller chercher... faut imaginer, faut être tordu, faut bien les lire, et faut... Mais là, clairement, oui, c'est ça. Hein. Là, c'est pas de couverture automatique, comme disait Baptiste. Même si c'est CPM, il y a la maladie, maternité et accident de travail, on n'est pas couvert. Et effectivement, vu que ça peut coûter cher, parce qu'effectivement, c'est pas pour l'entorse de cheville faite sur la flaque de vomi qui traînait dans le couloir, qui vont s'énerver. Mais quand on parle de rééducation, d'hospitalisation, de décès, ça leur coûte cher. Donc s'ils peuvent ne pas payer, ils vont aller chercher à ne pas payer. Donc après, faut y penser, faut informer les proches, c'est pas votre dernière volonté non plus, mais voilà, que si les papiers, vous êtes dans le coma, alors oui, soit dire, faut faire les papiers, faut bien dire quand votre femme, conjoint, mère, père, voisin arrive, en disant, il allait au boulot, il est couvert, c'est tous les papiers en AT, quoi. Parce que j'avais cru comprendre que justement dans les cas, je sais plus où j'avais entendu ça, mais dans les cas, vraiment, voilà, on est dans le coma dramatique, hospitalisé, machin, quoi qu'il arrive, c'est pris en charge. Non. Juste les soins. Non. L'hospitalisation et tout. Non. Si c'est un accident de travail, si t'es pas assuré contre l'accident de travail, t'es pas pris en charge. J'y pense. C'est la charge déductible, la cotisation. Je pense pas. Marion, pour le coup, parce que là tu vas me servir de patiente experte, c'est pas déductible ta cotisation pour ça. La cotisation. C'est pas une assurance Madelin, c'est un contrat prévoyance avec la CPM. Alors l'assurance accident de travail volontaire, elle rentre dans les cotisations facultatives au même titre que les assurances de type prévoyance. D'accord. Donc tu peux déduire. Oui, bien sûr. Un, tu les déduis en charge. Et deux, ça rentre dans les cotisations d'assurance maladie. Oui. Par contre, ça rentre dans celles qui sont réintégrées à la ligne BU. Machin, c'est dans les lignes de l'URSSAF, ouais. Qui montrent qu'elle est... Mais oui, c'est déductible et ça rentre dans les facultatifs. Dans la petite caisse facultative de ta déclaration 2035.
Bon, et maintenant on y va en vrac. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont remontées? Est-ce que vous avez repensé à une entorse du genou? Est-ce que vous avez... Des questions? On peut vous le piquer, votre diaporama, pour faire des formations en région? Oui. Moi, j'ai une question de curiosité. Je sais pas, même dans la salle, vous vous assurez à combien à votre prévoyance? 100% ou 90, 80% de votre revenu? Je suis à 100% de mes charges. D'accord. Ok. Plus un bonus. Oh, ok. Bah, j'ai fait la liste pour ma prévoyance. J'ai fait la liste de toutes mes charges, que je sois en arrêt ou pas, payer mes secrétaires. Voilà. Ne sachant relativement pas combien de temps je vais être assuré, j'ai inclus l'URSSAF et la CAMF. J'ai inclus mon loyer et 1 000 € pour manger, même si je suis en arrêt. Donc je monte, ça fait un titre d'information, je dis, je suis assuré pour 8 500 € par mois. Combien? 8 500. D'accord. J'ai un cabinet avec 2 secrétaires de femmes de ménage. Ouais, j'avais un prêt pour ma voiture, un prêt pour mon appartement, et voilà. Et ça, que je sois en arrêt ou pas. Et tes cotisations? J'ai des cotisations, mais on a dit que je ferais pas. Je ne donnerai pas mon contrat et ma compagnie d'assurance. Tu ne donnes pas le nom de ta compagnie, c'est juste pour savoir combien tu cotises. Cher. Mais c'est un choix. C'est déductible. Je disais, ça dépend de ce que tu... Voilà, je sais pas comment tu travailles. Moi, je suis en collaboration. J'ai pris le minimum. Hein. J'ai pas de frais fixes, tu vois. Donc, ils me couvrent tout ce qui est URSSAF, enfin, toutes les cotisations, plus un peu de sous aussi. Mais c'est pas à hauteur de ça. C'est doit être à hauteur. Non, mais voilà, je suis installé un plein temps, des cotisations URSSAF plein pot, carte plein pot. Et j'ai un PTMG aussi. En tant que remplaçante, je suis assurée à 90% de mon chiffre d'affaires. Ah, quand tu es remplaçante, ça fait moins que ça. Je suis à moins de 90% de mon chiffre d'affaires. Moi, je suis dans le cas du début de remplacement, la première année de souscription de prévoyance. Quand on ne connaît pas notre chiffre d'affaires de remplacement, c'est un plafond. C'est moi qui décide? Oui. Ah, tu fais une estimation. Et du coup, comment on estime? Ça dépend si tu as ta CARM, si tu as ton URSSAF, si tu fais une estimation de tout ça qui peut se payer. Quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Comme j'ai commencé, tu sais pas, j'ai pris le moins cher. Mais au début, ça pose aucun et souci, après, mais pense à réévaluer. Travail, je verrai comment ça... De toute façon, ils viennent te chercher chaque année pour une réévaluation générale pour augmenter tes cotisations. Ouais, mais il y en a qui ne pensent pas à le faire. Hein. On a des assurés, qui s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas réévalué depuis la sortie d'internat remplaçante non-thésée. Je ne sais pas ce qu'elle a foutu, elle n'a jamais relu, son conseiller d'assurance l'a jamais rappelé. Installé 3 mois de grossesse pato plus le congé maternité derrière. Les associés en SCP ont fait la gueule. Non, c'est ça, hein, c'est relisez vos contrats, réévaluez-les, surtout. Je vous rappelle que les 2 premières années de CARF, vous êtes au forfait, c'est pas les mêmes montants à payer. Vous passez la 3e année avec une grosse activité, ça peut faire mal. L'URSSAF, c'est pareil. Faut vraiment s'adapter, il faut avoir une idée générale de ce que vous allez payer et dans l'absolu de ce que vous allez travailler. Pensez à prendre en charge toutes vos assurances complémentaires, faire la liste vraiment de vos charges exhaustives, n'oubliez pas votre loyer, n'oubliez pas qu'il faut manger. Dans l'absolu, si vous êtes en arrêt, il n'y a peut-être plus besoin de payer de l'essence, mais si vous avez un prêt pour la voiture, il faut toujours le payer. Sauf les assurances de prêt, faut s'adapter vraiment, mais voilà. Mon choix personnel a été de viser plutôt large, en me disant que je risquais quand même d'avoir une indemnisation un jour ou l'autre si je suis arrêté. C'est un choix personnel, je suis seul, voilà, ça va faire psychanalyse. Mais j'ai pas de mari qui peut m'aider, j'ai pas de 2e salaire qui rentre. La seule à payer, c'est moi. D'autres questions? Non. Alors, on s'est pas pris pour Dieu, mais on a quand même fait les 10 commandements de la prévoyance. La protection.
Jolie petite feuille, disponible en plus petit format sur le stand de Réagir, dans la salle de la panetterie là-haut. Et vous êtes libéré en avance, vous aurez le droit à 2 cafés par rapport au stand.